Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées. Ils sont plus aguerris que nos armées. Et des civils ne peuvent pas leur faire face, quels que soient les efforts que nous pouvons mettre. Quand certains frères panafricains nous demandent de libérer l'ancien président Mohamed Bazoum détenu en résidence surveillée à Niamey, on se demande bien qu'est-ce qui se passe dans leur tête, les gars. Mohamed Bazoum, le président qui a mis le Niger dans la situation de laquelle nous connaissons, le président qui a humilié le Niger sur la toile devant la planète comme ça, on ne peut pas le souhaiter qu'il puisse être réintégré à la tête du Niger. La CEDEAO qui est en train de faire des plans pour essayer de replacer M. Mohamed Bazoum, les gars, leurs plans ont capoté. Leurs plans ont totalement capoté. Aujourd'hui, nous sommes obligés de repartager une ancienne interview du président ou de l'ex-président du Niger, M. Mohamed Bazoum, où il était en train d'humilier, je vous dis clair et net, le Niger, nos frères nigériens et toute l'Afrique même. C'est incroyable. Un président, quand on nous dit élu démocratiquement, c'est comme ça qu'il parle de sa nation. Nous sommes bien évidemment obligés de partager avec vous cette interview de M. Mohamed Bazoum et de donner notre point d'éclaircissement. En tout cas, écoutez, hein, écoutez ce qu'il va lire. Un ennemi qui vous est commun, Monsieur le Président, vos voisins du Mali et du Burkina ont choisi une solution qui est un peu celle du tout militaire, avec au Burkina notamment la levée en masse de volontaires civils, les VDP. Est-ce qu'à votre avis, ce type de stratégie, je sais que ça n'est pas la vôtre, mais est-ce que ça peut être fonctionnel? Si c'était fonctionnel, cela aurait été notre option propre. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées. Ils sont plus aguerris que nos armées. Et des civils ne peuvent pas leur faire face. Quand vous donnez des armes à des civils, vous êtes exposé à deux types de risques. Le risque qu'ils soient une proie, que les terroristes viseraient délibérément avec des intentions cruelles, vous les exposez et ça devient de la chair à canon. L'autre risque, c'est que ils ne sont pas militaires et vous n'avez aucune idée de leur moralité individuellement. Vous donnez à des civils que vous ne connaissez pratiquement pas. On bloque d'abord là. On pose simplement la question, est-ce qu'il faut armer certains civils pour se défendre vu que l'armée est inefficace? Lui-même, hein, le président du Niger, hein, il nous dit déjà que les terreaux sont plus armés que lui-même son propre armée. Donc, il ne voit pas pourquoi il va remettre les armes aux civils parce qu'ils ne savent pas tirer, ils ne sont pas des militaires. Les gens veulent simplement se défendre, défendre leur terre. C'est tout ce qu'ils demandent. Donc tu laisses comme ça des civils se faire massacrer par les terreaux, vu que ton armée est inefficace et tu ne peux même pas leur fournir du matériel pour se défendre. On tombe des nues, on continue, hein. Et des armes, vous les lâchez dans la nature, ils peuvent en abuser. Malheureusement, aujourd'hui, on en voit les résultats. On revient rapidement à l'économique et social. Je me suis livré, Monsieur le Président, à un petit comparatif des indicateurs sociaux entre le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad. C'est au Niger que le taux de pauvreté est le plus élevé. Oui. 50% de la population gagne moins de 1,9 $ par jour. C'est au Niger que le PIB par habitant est le plus faible. On est à moins de 600 $. Et c'est au Niger, vous parliez tout à l'heure, que la croissance de la population est la plus élevée. On est à 3,7% par an. Oui. On fait un comparatif économique sur certains critères entre le Burkina et les autres nations qui entourent le Niger. Le seul point que M. Mohamed Bazoum décide de retenir, c'est le taux de natalité qui est élevé au Niger. Et il nous prend ça comme étant un problème. Comme étant un problème, le taux de natalité élevé au Niger. Là, vraiment, on tombe de nu. Hein. Des nations africaines qui ont été dépeuplées pendant 400 ans d'esclavage, qui ont été massacrées. Mais qui va venir habiter sur ce territoire? Si ce n'est pas des Nigériens. Qui va construire cette nation si ce n'est pas des Nigériens? Qu'est-ce qu'il veut? Que c'est les Chinois qui viennent construire au Niger? On a besoin des enfants, on a besoin des hommes et des femmes pour construire et pour, qu'on va dire ça comment? Libérer la nation, les gars. Continuez à écouter son interview. Hein. C'est ça là. De tous ces chiffres-là, il y a un qui est déterminant. C'est le 3,7% de croissance démographique. C'est lui qui explique tout le reste. Quels que soient les efforts que nous pouvons mettre en œuvre, à la fin, le nombre de personnes pauvres
est plus élevé. Il faut s'attaquer à ce chiffre-là de la croissance démographique par le biais du système éducatif. C'est-à-dire nous avons un taux de scolarisation qui est faible, qui est de l'ordre de 70%. Donc il y a 30% qui ne vont pas à l'école. Ce que nous avons constaté, c'est que quand une fille quitte son village pour aller dans un autre village fréquenter le collège, elle ne dispose pas de commodités qui lui permettent de poursuivre sa scolarité. Et le système la rejette. Elle décroche à l'âge de 12-13 ans. Et dès qu'elle décroche du système scolaire, elle est donnée en mariage. Vous avez 52% des filles dans la région de Zender qui sont mariées avant l'âge de 15 ans. 70% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. J'ai décidé d'ouvrir des internats dans les collèges ruraux pour assurer aux filles les conditions nécessaires pour leur permettre de poursuivre leur scolarité à l'abri du mariage précoce et des accouchements précoces. Alors, Monsieur le Président, vous êtes maintenant pratiquement à mi-mandat? Oui, presque en tout cas. Vous êtes satisfait de votre bilan? Écoutez, nous, de savoir que nous avons un État qui tient... On le demande, il est à mi-mandat. Est-il satisfait de son bilan? Écoutez bien la réponse. Hein. Il ne répond même pas qu'il est satisfait de son bilan. Il nous amène en bourraque, il nous amène sur un bateau dans un fleuve où nous ne savons même pas nager pour nous jeter à l'intérieur avec ses réponses bidons. Écoutez bien. Et qu'il soit respecté, ça, c'est un motif de satisfaction. Le territoire du Niger, figurez-vous, fait 6 fois le territoire du Burkina Faso. Nous avons Boko Haram et la région de Difa. Nous avons les menaces sur notre frontière dans la région de Maradi. Le Burkina ou le Mali ne sont ni voisins de la Libye, ni voisins du Nigeria. Comme quoi, nous avons plus de vulnérabilité. Donc, nous avons des motifs réels de considérer que nous nous en sortons pas mal, rien que d'assurer la sécurité de notre territoire, d'assurer la pérennité de nos institutions et de créer un cadre propice aux investissements. Les Nigériens attendaient beaucoup de vous sur la lutte anticorruption aussi. Le plus grand facteur de déstabilisation. La lutte anticorruption, on le pose la question. Il va nous sortir des statistiques invérifiables. Il va nous dire, apparemment, hein, au Niger, il n'a jamais eu 40 personnes condamnées dans la même année pour corruption. Et lui, sous son mandat, il y a 40 personnes et quelques qui sont en prison. En ce moment, les personnes que lui-même il a nommées, hein, dans différents postes stratégiques, dans différents postes de direction, dans différents postes de ministères, dans différentes entreprises et tout, qui ont détourné l'argent, ses propres amis, qui leur met en prison. C'est toi, tes amis que tu as nommés. Si tes amis détournent les fonds et que tu veux leur mettre en prison, c'est ton souci. Ce sont tes amis que tu as nommés. Pour nous montrer un peu que tu travailles, tu mets tes amis en prison. Écoutez. Des institutions, c'est la corruption et l'impunité. Je suis implacable contre la corruption. En ce moment, j'ai au moins 40... Il nous dit qu'il est implacable contre la corruption. Non, ça c'est du blague. Hein. Ça c'est vraiment du blague. Non, continuons. Au cadre de l'administration de notre pays en prison. Il n'y en a jamais eu 5 en même temps dans toute l'histoire du Niger. Nous avons des directeurs d'entreprise, des directeurs de sociétés d'État qui sont en prison, des responsables de banques qui sont en prison, de hauts cadres du Trésor, de la douane, des impôts, de hauts cadres de l'administration du ministère de l'Éducation nationale. Et nous allons tous les traduire en justice. Alors, le Burkina est une chose, le Mali en est une autre. Vous avez les mêmes adversaires, mais vous n'avez pas les mêmes alliés. Les hommes de Wagner sont présents au Mali. Ils ont des visées sur le Burkina. Ils vous ont un peu dans le collimateur, si je puis dire. Il y a même eu des campagnes de désinformation ou d'intoxication qui vous ont visé. Ils ont un projet, Prigogine, le projet LACTA, qui est un projet qui s'étend sur plusieurs pays du Sahel. Est-ce que c'est une préoccupation pour vous ? Oui, c'est une préoccupation parce qu'à 2 reprises, ils ont annoncé des coups d'État. Ils essaient d'avoir des choses. À 2 reprises, on avait annoncé des coups d'État. Il fallait être prudent, tonton.
Il fallait être prudent. Aujourd'hui, tu te retrouves où? En résidence surveillée. Tu as été enlevé par coup d'État. On dit souvent la prudence, elle est mieux, mon frère. Il faut être prudent. Hein? On t'avait annoncé 2 coups d'État. Tu as voulu penser que tes partenaires devaient te protéger. Où sont passés tes partenaires dans ta protection? Écoutez sa réponse. Au niveau de 3, nous avons dû arrêter un chef de parti politique que nous allons juger bientôt. Nous connaissons les gens qu'ils veulent utiliser. Je profite pour dire à ces gens-là que nous les avons à l'œil. Vos alliés les plus engagés à vos côtés au Niger, c'est les États-Unis et la France. La France notamment a une présence militaire qui s'articule autour de Niamey et au-delà avec la participation à l'opération Al-Mahou. Est-ce que c'est pas parfois perçu comme un risque aux yeux de l'opinion d'apparaître comme trop dépendant de la France? Est-ce que l'opinion nigérienne comprend? Mais les Nigériens qui m'ont élu et qui me font confiance jusqu'à preuve du contraire, ils attendent de moi d'abord que je leur assure la sécurité. C'est la première des choses qu'on me demande. Les gens des villages qui sont victimes de terrorisme ne savent pas qu'il y a des Français ici au Niger, ou des Américains, ou des Russes. Ça peu leur importe de savoir qui c'est. Lors de notre dernière interview, il y a 1 an et demi, vous avez conseillé à Assimi Goïta de ne pas se représenter, je me souviens. Bon. Écoutez le 2 poids 2 mesures. Il avait conseillé au président du Mali, le colonel Assimi Goïta, de ne pas se représenter. Parce que, dit-on, c'est un militaire, c'est un colonel, il doit retourner en caserne, il doit retourner dans sa base militaire. On demande la même chose pour le Tchad. Que Idriss Déby, c'est un militaire aussi. Il est arrivé par coup d'État. Il va nous faire un superflu où il va nous dire que apparemment les Tchadiens ont décidé qu'Idriss Déby reste. C'est différent d'Assimi Goïta. Les deux sont des militaires. Hein. Écoutez, hein. Pourquoi les deux ne retournent pas en caserne? Parce que le Tchad et le Niger ont le même partenaire qui est la France et les États-Unis. Contrairement aux autres. Donc tu vois que même dans les réponses, il est futile, il n'est pas juste dans ses réponses. Écoutez. Avoir entendu, est-ce que ce conseil, vous lui redonneriez aujourd'hui encore? Oui, bien sûr. Je vais le lui donner. C'est son engagement qu'il a pris. C'est un officier. Je suis sûr qu'il sait que c'est son honneur. Vous avez toujours considéré le Tchad comme un cas à part. Est-ce que néanmoins vous formuleriez le même conseil à Mahamat Idriss Déby Itno? Qu'il ne se présente pas. Ils nous en avaient fait la promesse. Il me semble qu'ils ont organisé un forum. Ils ont levé cette mesure. Je ne veux pas être plus tchadien que les Tchadiens. Mère douille, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est un militaire, pourquoi il ne retourne pas en caserne? Il t'avait fait la promesse de ne pas se représenter. Là, tu nous dis que tu ne peux pas être plus tchadien que les Tchadiens, mais tu ne peux pas être plus malien que les Maliens. Tu ne peux pas être plus burkinabé que les Burkinabés aussi. Ils ont décidé de prolonger le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso de 5 ans à la tête du pays. Il reste, aucune élection ne s'est passée. Le pays, il est en décadence. On n'a pas besoin de dilapider l'argent pour organiser des élections futiles. Nous sommes là pour d'abord la sécurisation de la nation. C'est le plus important. Vos élections, ça viendra plus tard. On sait qui est le chef dans le pays. On sait qui est le ministre de l'économie. On sait qui est le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense. Et les autres activités qui ne sont pas des activités régaliennes, c'est géré par d'autres individus, les gars. Ben écoutez seulement son interview. On pète de lui, là. Mali, Guinée, Burkina, Tchad, Soudan, autant de pays de cette vaste zone qui sont dirigés par des militaires. Vous vous sentez pas un peu seul, un peu fragile face à cette vague kaki? Oui, notre région malheureusement est une région difficile et les États peuvent être victimes de ces difficultés. Ce qu'on observe clairement à travers tout le Sahel, c'est que les groupes djihadistes ne semblent pas en débandade. Ils encerclent des villes, ils attaquent des camps militaires, ils tentent des embuscades meurtrières, on l'a vu, notamment au Burkina. Ils montent des opérations parfois avec 500 hommes. Comment est-ce que vous expliquez ce fait-là?
Ça, c'est un des effets du coup d'État, en effet, que l'armée soit affaiblie. Les groupes terroristes en ont profité. Est-ce qu'ils montent des opérations plus vigoureuses, plus sophistiquées, avec plus d'hommes? Je ne suis même pas sûr, s'agissant du Burkina. Dans la région de Menaka, au Mali, l'IGS s'est beaucoup renforcé. Le départ de Barkhane peut expliquer en partie ce phénomène. Mais ils se sont surtout ravitaillés en armes sur Yadagali. Sur le JNIM. Sur le JNIM, ils ont engagé 5 batailles majeures que le JNIM a perdues. Il a perdu beaucoup d'hommes, comme l'IGS, au demeurant, mais le JNIM a surtout perdu beaucoup de moyens. Est-ce que ces deux mouvements recrutent Mali au Burkina de plus en plus de manière endogène au sein de la communauté Peul, souvent d'ailleurs? Est-ce que c'est aussi le cas au Niger? Oui, c'est majoritairement les jeunes de la communauté Peul qui sont dans l'IGS, même si du fait de leur victoire sur les mouvements armés du nord du Mali, à partir de mars 2022, ils ont un peu plus élargi l'assiette de leur base, qui concerne de plus en plus les Touaregs noirs aussi, et même des Daoussak, un peu plus en nombre qu'il n'y en avait, encore que il y a toujours eu des Daoussak au sein de l'IGS. Et ils ont été victimes de pillages très importants, et l'activité terroriste s'est passablement criminalisée, et il y a donc plus de motivation à y aller, et à un appel d'air clair à partir de mars 2022. Mais le terrorisme a à voir avec, je le dis souvent, les effets de la désertification, du changement climatique, et l'activité pastorale n'est plus tout à fait aussi rentable qu'elle était. Un jeune Peul qui jusqu'ici était derrière ce vache, et qui regardait passer des motos auxquelles il ne pouvait jamais aspirer, du jour au lendemain, en allant dans ce mouvement-là, possède une arme à feu, ce dont il n'avait jamais rêvé, possède une moto, et est capable d'aller chez les voisins avec un fusil pour exiger qu'on paye de l'argent et qu'on le lui paye. Ça développe un sentiment de fierté, un certain romantisme, et là, ça a été un des motifs aussi de l'adhésion de jeunes. Ces jeunes-là, à l'origine, n'étaient pas des gens qui avaient une éducation religieuse. La rhétorique religieuse, elle est au niveau supérieur des chefs arabes, plus quelques lieutenants Peul. Mais la base, elle n'a rien à voir avec la religion. Alors, ce phénomène que vous décrivez est un phénomène qui existe également au Niger même. Oui, les troupes de l'IGS sont pour plus de la moitié, à mon avis. Je pense que vous avez bien compris qu'il ne dit pratiquement presque rien dans cette interview. Il est en train d'humilier cette nation comme ça. Le Niger est venu nous raconter que le problème c'est le taux de natalité, qu'il n'y a pas d'armée dans le pays, l'armée est moins équipée que les terreaux, l'armée est moins équipée que les djihad, qu'ils n'arrivent pas ou ils s'en sortent mieux pour la sécurisation du pays, mais on t'a élu, c'est pour faire quoi? Et c'est ce genre de personnage que la CEDEAO veut remettre à la tête du Niger. Mais vous êtes sérieux? On ne fait que rappeler cela. La facilité pour des puissances de puiser dans un pays ou puiser les ressources minières dans un pays, il est toujours mieux que le pays soit déstabilisé ou désintégré. Avec Mohamed Bazoum à la tête du Niger, le pays était désintégré. Le pays était désintégré. Le Niger n'était pas respecté. Qui respectait le Niger comme Mohamed Bazoum était là? C'était un pays où on venait se servir comme l'on voulait. Quel que soit le pays qui avait besoin d'uranium, ben, il descendait au Niger, il se servait. Mohamed Bazoum lui-même, il a dit, son armée n'est pas équipée, il n'avait rien.
Il n'avait rien puisque les terreaux étaient plus équipés que son armée. On a posé la question par rapport à ses partenaires. Qui sont la France et les États-Unis qui ont des bases là-bas. Comment ça se fait qu'ils ne vous aident pas? On avait fait une vidéo par rapport aux militaires américains qui sont installés au Niger. Dans le contrat de leur installation que Mohamed Bazoum avait signé et qu'il avait prolongé, il était écrit noir sur blanc que les forces armées américaines qui sont installées au Niger, ils sont libres. Je vous dis bien ça, ce n'est pas une obligation. Ils sont libres de vous aider lorsque vous êtes attaqué. Ce n'est pas une obligation pour eux de venir vous aider lorsque vous êtes attaqué. Mais vous faites quoi dans le pays? Vous nous avez dit que vous venez vous installer, c'est pour nous aider à combattre les fouteurs de merde. Et dans les contrats qui stipulent votre installation, vous justifiez bien, noir sur blanc, avec une... Attends, c'est incroyable, avec le tampon, hein. Aucun militaire américain n'a l'obligation de rentrer dans une confrontation armée entre l'armée nigérienne et des groupes, quand on nous dit les groupes de fouteurs de merde. C'était ce qui était écrit. Et vous voulez que cette armée-là reste au Niger. Il devait rester faire quoi? Il devait rester pour simplement géolocaliser les derniers endroits où il y a encore de l'uranium qui n'ont pas été géolocalisés au Niger et informer cela aux autorités américaines pour que des entreprises américaines viennent s'implanter dans ces localités et récupérer simplement les ressources minières. C'est simple, clair et net. On n'a pas besoin de faire des grandes études pour le savoir. Lorsqu'il y a des personnes qui disent qu'ils viennent pour nous aider, qu'ils sont avec nous depuis des années, on ne constate même pas leurs aides. On se fait agresser, ils sont là, ils regardent, ils savent même qu'on va se faire agresser. Le plus souvent, c'est même eux qui fournissent les armements aux personnes qui vont nous agresser. C'est pourquoi les fouteurs de merde ont des armements plus sophistiqués que l'armée du Niger. Parce que leur armement est fourni directement par les grandes puissances. Ce n'est pas un petit armement, c'est un armement lourd et sophistiqué. Que l'armée nigérienne, pour s'offrir cet armement-là, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué, je vous dis clair et net. En tout cas, aujourd'hui, c'est une bonne chose. Je vous dis clair et net que le général Abdulrahman Chami a fait le coup d'État au Niger et que il a placé Mohamed Bazoum en résidence surveillée. Ça va le faire une bonne réflexion. Les gens qui ont besoin de son procès, qui attendent la date du procès de Mohamed Bazoum ou qui veulent sa libération, ce n'est pas notre cas. Nous pensons qu'il doit d'abord rester là-bas en résidence surveillée, lui et sa famille, pour bien réfléchir et bien réécouter ses interviews. Nous ressortons une de ces anciennes interviews pour que vous puissiez me le partager cela. Partagez-moi cette vidéo à tous les frères du Niger et aux proches de Mohamed Bazoum. Comme s'ils vont écouter comment leur président est en train de humilier la nation. Venu nous raconter que le problème, c'est le taux de natalité. C'est à cause de ça que les gens sont pauvres. Mais tu es sérieux? Le taux de natalité dans lequel toutes les puissances aujourd'hui sont en train de pleurer parce qu'ils ont des taux de natalité faibles. Leur population est en décroissance totale. Des populations vieillissantes. Toi, tu es dans une nation où les gens sont jeunes, sont dynamiques, ils font beaucoup d'enfants. Que d'utiliser cette démographie-là pour développer la nation, tu nous dis que c'est un problème. Mais pas dire à Xi Jinping que les 1 milliard d'habitants en Chine, c'est un problème. Ou pas dire ça au président de l'Inde. Monsieur Modi, que non, là-bas, c'est un problème les 1 milliard qu'ils ont. Ils vont te dire qu'au contraire, c'est notre boom démographique qui fait en sorte qu'aujourd'hui nous puissions être où nous sommes. Parce que nous avons beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de travailleurs. Nous n'avons pas besoin d'attendre la main d'œuvre des autres. Nous n'avons pas besoin d'attendre la bénédiction des autres pour sécuriser notre propre nation. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big El Sachko TV. On se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.